Dans mon premier exposé, je vous avais parlé de la préparation spirituelle de la Révolution française. Et j'ai oublié de vous signaler un livre qui était celui de Daniel Mornay, 1932. Mornay, ça avait été mon maître de thèse quand j'avais préparé ma thèse en 1936. Et son livre s'appelle précisément « Les origines intellectuelles de la Révolution française ». Mornay était très orienté du côté de Michelet, vous savez, à ses amis de l'encyclopédie. Et dans ce livre de 1932, avec une netteté absolue, il reconnaît que du point de vue politique, l'encyclopédie n'a eu aucune influence sur la Révolution française. Du point de vue religieux, beaucoup, les constituants, etc. Mais du point de vue politique, zéro. Je vous n'avez pas parlé non plus des loges maçonniques. Il y a un spécialiste en France, si on peut dire, M. Bernard Failly, qui a écrit en 1959, si je ne me trompe pas, une histoire qui s'appelle La Grande Révolution, et il donne une importance extraordinaire à la préparation de la Révolution dans les loges maçonniques, j'en suis moins sûr que lui. Les loges maçonniques, c'est très complexe, vous savez. Il y avait des éléments antagonistes aussi dans ces loges. Il y avait des gens qui étaient au fond athées et qui ne le disaient pas. Il y avait des gens qui étaient très dévots. Louis XVI, le brave Louis XVI, qui était même ultra dévot, il appartenait à une loge maçonnique. Par conséquent, quand on parle de l'influence de la franc-maçonnerie sur la Révolution, elle est réelle, mais elle s'exerce dans des sens multiples. Puis ce qu'il faut également noter, c'est les influences étrangères. Voyez-vous, les Français, nous avons un peu trop tendance à considérer que c'est nous qui avons été les initiateurs. Mais il y avait déjà un grand mouvement qui se préparait en dehors de la France. D'abord, il y avait eu la Révolution anglaise d'autrefois, vous savez, avec une fascination d'une certaine partie de l'intelligence française du côté de ce qu'on appelait la Constitution britannique, qui n'était d'ailleurs pas une constitution. Il y avait des anglomanes qui disaient, en France, ils voudraient faire quelque chose à l'imitation de l'Angleterre, c'est-à-dire avec un roi, mais deux chambres, les communes, les lords, et en particulier les lords très importants. C'est pas ça que je veux souligner surtout. C'est que, dans les 30 dernières années à peu près, les 30 dernières années du XVIIIe siècle, on assiste à un très profond frémissement social dans l'Europe occidentale. Frémissement social, il tient à deux causes. Premièrement, à la constitution d'une nouvelle classe, d'une nouvelle répartition de la fortune, ce que je vais vous expliquer. Et puis, deuxièmement, à deux phénomènes conjugués, une hausse constante des prix et une augmentation démographique considérable. C'est pas que la natalité augmente, c'est que les gens meurent moins, étant donné qu'il y avait moins de famine et puis qu'il n'y avait pas de grande guerre exterminatrice. Mais cette hausse de la natalité est considérable, puisque dans les 50 ans à peu près du XVIIIe siècle, avant 1789, la hausse de la population a été de 60% en France, a été de 100% en Angleterre. Alors on assiste à des choses comme celle-ci, une révolution, vraiment quelque chose d'assez terrible, une émeute qui ressemble à une révolution, à Londres, en 1780, du 2 au 6 juin, le centre, la cité de Londres, est en feu. Ça a commencé sur des problèmes religieux, en fait ça a dévié tout de suite, c'est devenu une affaire sociale. Les petites gens, les pauvres, les malheureux, la détresse, en fait, Dieu sait s'il y en avait, des misérables à Londres, ont attaqué la Banque d'Angleterre. Alors vous imaginez ce qui s'est produit, enfin la bourgeoisie s'est armée et les miséreux n'ont eu qu'à rentrer sous terre. Vous avez à partir de 1781, dans les Pays-Bas, un grand mouvement national de protestation qui est à la fois politique et social. Ils s'intituleront cela les Patriotes. Et si en France, à partir de 1799, on désignera sous le nom de Patriotes les révolutionnaires, c'est à l'imitation de ce qui s'était passé dans les Pays-Bas. Ça a commencé en 1781, ça a éclaté en 1787. À ce moment-là, le statutaire, enfin celui qui dirigeait les Pays-Bas, a fait appel à des puissances étrangères. Ce sont des troupes anglaises, ce sont des troupes prussiennes qui sont intervenues pour écraser les révolutionnaires. Puis vous avez Genève en 1782, où il y a eu aussi une tentative des natifs, en fait, ceux qui n'étaient pas citoyens de Genève, c'est-à-dire l'immense majorité de la ville, contre ce petit conseil d'administration qui était composé de banquiers et qui tenait absolument la ville. Ça n'a pas duré longtemps. Là aussi, les gens de bien ont fait appel à la puissance militaire étrangère. Ce sont des troupes françaises, ce sont des troupes piémontaises qui sont arrivées à Genève pour remettre l'ordre qu'on appelle l'ordre établi. Et puis, vous avez l'influence américaine. Ça, c'est assez intéressant. C'est en 1776, vous le savez, que les Américains ont fait leur révolution, et ce sont eux qui ont lancé la fameuse phrase que voici, tous les hommes sont créés égaux, ils sont investis par le Créateur de certains droits inaliénables, la vie, la liberté et la recherche du bonheur. Ce sont des phrases qui étaient inhabituelles, bien entendu, qui s'adressaient au-delà de l'Atlantique à l'univers, semblait-il. Elles ont eu un retentissement considérable. Seulement, il faut bien faire attention qu'il y avait chez ces Américains un grand sens, un sens très aigu de ce que j'appellerais la mise en scène et la fabulation humanitaire. Cette démocratie américaine était avant tout une démocratie mercantile. Ils avaient envoyé en France un vieux malin, un vieux renard, qui s'appelait Franklin, qui était là pour chercher surtout de l'argent, mais qui, bien reçu dans les salons, entouré d'hommages par Voltaire lui-même,
travaillait très bien pour préparer, sans le vouloir, cette révolution française. Il s'est même passé la fameuse scène que vous connaissez, qui est une scène qui oscille entre le burlesque et l'odieux. Lorsque Franklin a amené son petit-fils à Voltaire, elle lui a demandé, je vous demande sa bénédiction, et le vieux Voltaire qui lui dit « Dieu et liberté », alors que Dieu, il s'en fiche pas mal, et quant à la liberté, vous savez ce qu'il veut le despotisme, un despotisme éclairé. En 1792, la République française s'apercevra du côté un peu mercantile dont je viens vous parler, de la démocratie américaine. Nous étions embarrassés horriblement pour des questions financières, alors on demande aux États-Unis de nous rembourser une partie de la dette, puisqu'on avait travaillé beaucoup pour leur indépendance. À ce moment-là, les oreilles se ferment, pas question d'envoyer quoi que ce soit comme argent. Mais enfin, c'est de même très important de penser qu'il y avait une république qui était vivante, qui existait là-bas, de l'autre côté de l'océan. Maintenant, il faudrait que nous regardions quelle était la situation de la France, positivement, comment les classes se répartissaient. Et là, je voudrais vous apporter une première citation qui est de cet historien dont je vous ai parlé, qui s'appelle M. Gaxon, historien maurassien. La richesse s'était considérablement accrue en France depuis un demi-siècle. En somme, l'ensemble était cossu. Pour juger de l'intérêt de ces déclarations, il faut connaître le vocabulaire, enfin le dictionnaire de M. Gaxon. Dans son livre, il nous explique le goût qu'il a pour l'honnête homme du XVIIe siècle, dont dit-il la caractéristique principale, c'est le goût de la hiérarchie et de la discipline, ce qui signifie le sens très fort, très vif que l'on a du rang social auquel on appartient et la décision que l'on a de se faire respecter. Alors, quand les gens de bien, quand les honnêtes gens sont contents et quand les honnêtes gens sont riches, eh bien tout va bien. La France est cossue. Parce que le reste, ce qui n'est pas les honnêtes gens, enfin ce qui est la multitude, ça compte pas. Même si la multitude représente 95 à 98% de la France. Non, ça n'est pas intéressant. La France réelle, le pays réel, comme disait M. était cossu. Qu'est-ce que c'était le pays réel? Ah ben c'est justement cette nouvelle répartition de la richesse dont vous parlez il y a un instant. Au XVIIIe siècle, il s'était constitué réellement une classe nouvelle. La bourgeoisie existait bien déjà au XVIIe siècle, mais elle ne prend une densité, une réalité, elle prend conscience d'elle-même qu'à partir du XVIIIe siècle. Pourquoi? Parce qu'un certain nombre de roturiers qui ont de l'argent arrivent à acheter des terres, alors ils font fructifier les terres, ça n'est pas que les paysans en profitent, mais eux-mêmes en profitent largement, et surtout un développement des manufactures sur lesquelles je n'avais pas du tout la moindre idée avant de commencer cette étude. Comme la plupart des Français, enfin je m'imaginais que c'était sous la Restauration à peu près que le développement de la grande industrie avait commencé en France. Mais c'est pas vrai. C'est que ça a commencé au XVIIIe siècle. Je vous ai même apporté des chiffres. Évidemment, nous ne sommes pas aux chiffres du XXe siècle. Mais enfin, 1200 ouvriers au tissage de Van Robin à Abbeville. 4000 ouvriers dans les filatures Cambon, en Languedoc. Cambon, c'est un nom qu'il va falloir retenir parce qu'il est très important pour la suite de l'histoire. Vous avez 4 à 5 000 mineurs à Anzin. Vous avez les savonniers de Marseille, les maîtres de forge du Creusot. C'est en 1781 que le Creusot est fondé par la famille de Vindel, et puis les maîtres de forge de Strasbourg avec le Dietrich qui se sont appelés barons de Dietrich. D'autre part, le commerce extérieur s'agrandit, d'autre part, les banques et les assurances commencent à avoir un singulier développement. Autrement dit, il y a toute une équipe d'industrieux au XVIIIe siècle qui s'aperçoivent que l'on peut faire de l'argent avec l'argent des autres et avec le travail des autres. Alors se constitue un très puissant groupe de pression. Et ce groupe de pression est d'autant plus furieux contre ce qui se passe que tous les grands emplois sont réservés, et de plus en plus à travers le XVIIIe siècle, à l'aristocratie, deuxièmement. Et deuxièmement, que la banqueroute semble menaçante. Alors comme ils tiennent absolument à affirmer leur autorité, ils ont leurs théoriciens. Je vais vous en donner 2 théoriciens bourgeois. Il y a Necker, par exemple. Necker, le 27 décembre 88, prononce les phrases que voici. Il y a une multitude d'affaires dont elle seule, la nouvelle classe bourgeoise, dont elle seule a l'instruction. Dans son langage, l'instruction, ça veut dire la manutention. Quelles affaires? Les transactions commerciales, les manufactures, le crédit public, l'intérêt et la circulation de l'argent. C'est-à-dire qu'un État bien ordonné doit admettre la participation, au moins la participation de ses éminents citoyens. Or, justement, pas de participation, parce que les exigences de la noblesse n'ont pas cessé de croître pendant le cours du XVIIIe siècle, que tous les emplois militaires sont réservés, c'est entendu, mais qu'aussi ce que l'on avait vu au XVIIe siècle, on ne le revoit plus au XVIIIe, à savoir des ministres, des grands ministres qui sont bourgeois. Colbert avait été choisi dans la bourgeoisie par Louis XIV. Chez Louis XV et chez Louis XVI, c'est uniquement la grande noblesse. Alors vous pensez que cette nouvelle classe, qui est très riche maintenant et qui affirme sa richesse mobilière, estime que c'est tout à fait intolérable que les grands emplois lui fussent interdits.
Vous avez d'autre part Barnave. Barnave est quelqu'un qui va jouer un grand rôle, et avant d'étudier la Révolution comme je l'ai fait, je ne me rendais pas compte de l'importance de Barnave. On nous dit toujours Sieyès, on nous dit Mirabeau, Danton, Robespierre, mais il y a des gens très importants qu'il faut que je mette le nom en exergue et qui ont beaucoup compté. Barnave en est un. Barnave va écrire ceci. Les nouveaux moyens de richesse comportent une révolution dans les lois politiques, une nouvelle distribution de la richesse qui, d'uniquement immobilière qu'elle était avant-hier, devient de plus en plus mobilière, appelle une nouvelle distribution du pouvoir. Par conséquent, ce n'est pas simplement des gens qui sont exaspérés parce qu'il y a un barrage devant eux et que les grands emplois leur sont interdits, mais ce sont des gens qui disent « nous sommes maintenant les plus forts, nous possédons réellement une richesse presque supérieure à celle de la noblesse, nous voulons les leviers de commande ». La répartition de la richesse en France, c'est bien simple, on l'a fait par des études qui sont encore en cours maintenant et qui sont minutieuses à faire au moyen de l'examen des contrats de mariage. Ce n'est pas fait encore pour tous les départements, c'est fait pour un certain nombre et on arrive à peu près à ceci. 5 à 6% de la population française détiennent les 3 quarts et demi de la fortune française. Alors qu'il y a dessous, là, la cariatide, comme on dit quoi, le sous-bassement. Eh bien, le sous-bassement, c'est 95% de la population qui est composée à 85% de paysans. La situation des paysans, elle est assez dramatique. Bien entendu, il y a ceux qu'on appelle les laboureurs. C'est un mot qui a aujourd'hui changé de sens, mais au XVIIIe siècle, le laboureur, c'était le monsieur qui était déjà un fermier considérable, qui avait d'assez grandes étendues de terre. Mais il y en avait très peu de ces laboureurs. Et vous aviez une foule de ceux qu'on appelait les brassiers. Brassiers, ça veut dire simplement ceux qui n'ont que leurs bras pour vivre. Les brassiers, c'était le paysan sédentaire qui avait son petit lopin, qui avait une chèvre, qui avait une vache, et à côté, un nombre considérable et accru au cours du XVIIIe siècle de journaliers, c'est-à-dire qui sont, non pas sédentaires, ceux-là, mais mobiles, parce qu'ils ne possèdent rien du tout, et qui vont, comme ça se fait encore, je crois, aujourd'hui en Espagne, qui vont saisonnièrement se proposer, proposer leurs bras aux endroits où on a besoin d'eux. La paysannerie est écrasée par toutes sortes de choses. Elle est écrasée d'une part par le fisc, la taille en particulier, la taille, l'impôt que refusent de payer les nobles. La taille pèse sur eux. Ça, c'est les finances de l'État. Puis vous avez l'Église. L'Église leur impose la dîme. C'est-à-dire que tous les paysans, étant tous forcément catholiques, puisque le catholicisme est la religion d'État, sont obligés de payer un 20e. Dîme, ça veut dire 10e, n'est-ce pas? Alors en réalité, ça pourrait être le 10e, non. En fait, c'était le 20e de leur récolte à l'Église. Et puis vous avez surtout les droits féodaux. Les droits féodaux, originairement, ça s'expliquait. Autrefois, au Moyen-Âge, lorsqu'il y avait un grand désordre à travers la France et que les paysans n'étaient jamais sûrs d'eux-mêmes, parce qu'il y avait des bandes armées qui circulaient, le châtelain, le monsieur qui avait le château, défendait les paysans. Il les protégeait contre des brigands, contre des pillards qui arrivaient. Et il leur demandait, en échange de cette protection, un certain nombre de droits. Ces droits s'appelaient grosso modo les champards et les lots, L-O-D-S. Champards, c'est campi pars, la partie du champ. C'est-à-dire que le propriétaire, le châtelain, prélevait une partie de la récolte. Les lots, c'était un prélèvement qui se faisait sur tout changement de propriété, même quand il s'agissait d'un héritage. Pour un héritage, le châtelain intervenait et prélevait une partie. Puis vous aviez des droits aussi qui prélevaient sur toute vente. Ainsi, le père de Chateaubriand, c'est Chateaubriand qui le raconte lui-même, le père de Chateaubriand s'enrichissait assez bien en prélevant une taxe sur toutes les transactions commerciales quand il y avait des foires à Combourg ou à côté de Combourg. Ça rapportait des sommes considérables. Alors peu à peu, au XVIIIe siècle, les paysans commencent à dire, mais enfin, quel sens ça a-t-il? Ce prélèvement que rien ne justifie. C'est-à-dire qu'on nous oblige à verser une partie de notre récolte en échange de services qui ne sont plus rendus. Et même, il y avait un certain nombre de ces services que, paraît-il, le châtelain prenait à sa charge, c'est-à-dire des chemins, la rectification des ponts, par exemple, lorsqu'un petit pont s'écroulait. Et le père de Chateaubriand, comme tant d'autres, ne s'occupait absolument pas de la voirie ni des ponts. Par conséquent, la noblesse rurale ne faisait rien pour les paysans, mais prélevait. Ça prenait de plus en plus les proportions d'un vol. Ajoutons qu'il y a le drame des finances nationales. Pourquoi est-ce qu'elles vont si mal avec une France riche, une France dont la richesse s'est accrue? Et là, je devrais vous citer une phrase d'Edgar Faure dans son livre de 1961, son très remarquable livre sur Hugo. Il dit « L'accroissement de la richesse nationale s'était en fait traduit par un appauvrissement des pauvres ». Alors pourquoi ça n'allait pas la richesse nationale? Je veux dire les finances de l'État. Tout simplement parce que sur 3 groupes, il y en avait 2 qui refusaient de participer aux charges de la nation. Il y avait la noblesse, il y avait le clergé, il y avait la roture. Les roturiers, les bourgeois étaient assujettis à l'impôt, les riches nobles et les riches ecclésiastiques refusaient de payer. On en arrivait au bord de la banqueroute. Alors cette fois, ça ne va plus. Le groupe de pression dont je vous ai parlé, premièrement, il est furieux parce qu'il n'accède pas aux emplois.
Deuxièmement, ils désirent avoir les leviers de commande. Et en plus, alors c'est le comble, si on arrive à la banqueroute, nos rentes, car ce sont presque tous des rentiers, nos rentes vont s'effondrer. Rivarol, qui est un écrivain de droite, a eu une phrase intéressante. Il a dit « Ce sont les rentiers qui ont fait la révolution ». Je trouve que c'est assez vrai. Et à ce propos, il faudrait que je vous apporte encore une de ces phrases de Michelet qui font ma joie. Il faut savoir, écrit Michelet, il faut savoir à quel point les idées d'intérêt sont restées secondaires dans la Révolution française. Oui, la Révolution fut désintéressée. C'est son côté sublime. Oh, elle est bien bonne. Enfin, c'est une question d'argent, c'est une question de pouvoir. Et puis par là-dessous, il y a la multitude, il y a la cariatide, comme dit Victor Hugo, dont les gens ne veulent pas s'occuper. Alors les faits maintenant. Les privilégiés, ils ont un auxiliaire considérable. C'est les parlements. Qu'est-ce que c'est que les parlements? C'est des groupements judiciaires. Il y a le Parlement de Paris, qui a une juridiction extrêmement étendue, ça couvre à peu près un tiers de la France, et les parlements se sont octroyés des droits qui ne leur étaient absolument pas fixés. Qu'est-ce que c'était que les parlements? C'était à la fois des chambres de justice, et c'était des chambres d'enregistrement. Lorsqu'un édit royal paraissait, les gens des parlements étaient les conservateurs, ils colligeaient, comme on dit si vous voulez, ces documents, ils les classaient. Et peu à peu, ils s'étaient arrogé le droit de faire des remontrances, et ils en étaient revenus à repousser des édits royaux. Comme ils s'appelaient Parlement, et comme en Angleterre, le Parlement c'est la limitation du pouvoir royal, un jeu de mots s'était établi. Les parlementaires bénéficiaient d'une espèce de popularité, en ce sens qu'ils s'opposaient à l'absolutisme royal. Mais pourquoi s'y opposaient-ils? Parce que le roi désespérément essayait de faire payer les privilégiés, que les parlements refusaient que les privilégiés payassent quoi que ce soit parce qu'eux-mêmes en faisaient partie. Mais comme ils étaient dans l'opposition, comme ils étaient même l'unique opposition, le petit peuple, enfin, les gens malheureux, les gens écrasés, applaudissaient à ces parlementaires qui étaient en réalité les instruments les plus dociles et les plus bornés du conservatisme social. Quels sont les faits? En 1771, à la fin de son règne, Louis XV essaye d'un coup de force contre les parlements. Il est appuyé par Maupoux. Maupoux décide de chasser les parlements. Et il y arrive. Et comme dit dans une bonne phrase Edgar Faure, il dit au prix de la haine de toute une classe, virgule, la sienne, Maupoux était arrivé à briser la fronde parlementaire. 1771. Mais c'est la fin du règne de Louis XV, et voilà Louis XVI qui monte sur le trône en 1774. Pauvre Louis XVI, dont je vous parlerai, c'est un brave homme. Il a besoin, il le disait, j'ai besoin d'être aimé, enfin je veux que mon peuple m'aime. Alors comme il sait que le peuple applaudit toujours au Parlement, il fait revenir le Parlement en 1774. C'était une gaffe sans nom, puisque déjà très difficilement Louis XIV y était arrivé, il les avait brisés les parlementaires, voilà le pauvre Louis XVI qui les ramène. Et il fait venir au pouvoir Turgot. Turgot, c'est encore un de ces cas où la légende l'emporte sur la vérité. Et je ne saurais jamais être assez reconnaissant à Edgar Faure, son bouquin de 1961 dont je vous parlais, sur Turgot, où il nous dit enfin ce que c'était que Turgot. Turgot avait l'appui de l'encyclopédie. Pourquoi? Parce qu'il n'allait pas à la messe, alors ça suffisait pour les encyclopédistes. Mais dès que Turgot est arrivé au pouvoir, on a bien vu ce qu'il a fait. Il a ramené les parlements dont on s'était débarrassé en 1771. Il les a ramenés. Il ne va absolument pas toucher aux privilégiés. Il ne veut surtout pas importuner les nobles, et même lui qui est un croyant a le chic et la gentillesse de ne pas vouloir non plus importuner le clergé. Il a une doctrine économique extrêmement ferme. Il déclare d'une manière extrêmement précise l'administration, d'entendez bien, ne doit pas s'occuper du commerce. L'administration ne s'occupe pas du commerce. Pourquoi dit-il ça? Parce qu'un de ses prédécesseurs, l'abbé Terray, avait essayé d'un pauvre dirigisme économique. Il avait essayé d'empêcher la hausse des prix. Tandis que Turgot dit, mais ça n'a aucune importance, la hausse des prix, les gens payeront. Et quant aux salariés, s'ils sont un peu malheureux, nous allons ouvrir pour eux des ateliers de charité. Les ateliers de charité, ça a l'air d'une idée très noble, n'est-ce pas, et très humanitaire. En fait, c'était tout bénéfice pour la classe manufacturière, parce que dans les ateliers de charité, il était entendu que les travailleurs devaient être moins payés que dans les usines privées. Par conséquent, ils travaillaient autant, ou peut-être même plus, mais ils étaient moins payés. Ainsi, hausse des prix, la bourgeoisie manufacturière et commerçante n'est pas gênée, et d'autre part, si les pauvres sont malheureux, il y a des ateliers de charité où ils travailleront au rabais. L'unique, vous entendez bien, l'unique résultat de la politique de Turgot, c'est la guerre des farines, qui va éclater en 1775. La guerre des farines, c'est la première fois où on va voir des paysans qui vont se soulever pour des questions de nourriture, parce qu'ils crèvent. En particulier en avril 1775, à Dijon, ça remue diablement. Les paysans sont là qui demandent la taxation, c'est-à-dire qu'ils disent qu'il faut un maximum. Ce prix du blé ne peut pas être dépassé, sans ça, on va mourir. Ben, je vous assure que Turgot, il ne plaisante pas. Il fait de la répression, une répression furieuse. Il envoie là un général qui s'appelle la Tour du Pin, qui s'illustrera par une phrase qui va courir toute la France. La Tour du Pin, une fois qu'il a eu fait tirer sur la foule, dit à ses paysans, vous avez faim? Eh bien, nous sommes en avril, l'herbe
l'herbe commence à pousser, vous n'avez qu'à brouter dans les champs. Et puis on va faire 2 exécutions, comment dirais-je, d'intimidation. On va prendre au hasard 2 types qui s'étaient manifestés dans les violences contre les boulangers, et on va les pendre à Paris, en grande pompe. En particulier un nommé Jacques Légaillé, qui avait 16 ans, et dans l'acte d'accusation, il y a ceci, il a donné un coup de pied, vous entendez? Il a donné un coup de pied dans la porte d'un boulanger, pendu, haut et court, comme on disait à Paris, parce que c'était des pendus pour l'exemple. Voilà le résultat de Turgot. Alors va survenir Necker. Et ça, c'est une histoire extraordinaire, l'histoire Necker. Il faut que je vous en parle, même si je prends 3 minutes pour ça, mais ça vaut la peine. Necker est un personnage pittoresque, et quand je dis pittoresque, c'est parce que je vais employer un euphémisme. Necker est un monsieur qui avait réalisé un coup éclatant. Il est employé de banque, la banque Tellusson à Genève. Il avait réalisé un coup éclatant sur le Canada. Verrez-vous, voilà comment il avait fait. Necker avait été averti d'une disposition secrète qui avait été prise en novembre 62 entre le gouvernement français et le gouvernement anglais, lorsqu'il était déjà entendu que la France avait perdu le Canada et qu'en 1763, l'année suivante, le Canada passerait sous le régime britannique. Les autorités françaises du Canada avaient lancé un papier-monnaie. On appelait ça les effets canadiens, c'est pas tant égal que c'est un papier-monnaie. Alors comme ces effets canadiens s'étaient écroulés quand le gouvernement français était en train de perdre sa suprématie sur le Canada, on les vendait, ces malheureux effets canadiens, avec une perte de 70 à 80%. Necker était arrivé, vous allez voir pourquoi, était arrivé à faire une rafle considérable. Il avait acheté des quantités très très bas prix, des quantités d'effets canadiens. Mais il savait que dans la convention de novembre 62 passée entre le gouvernement français et le gouvernement anglais, le gouvernement français s'était engagé à rembourser au pair à tout Canadien un effet qu'il possédait. Vous entendez? À tout Canadien. Alors Necker, qui avait fait une rafle considérable d'effets canadiens, va fabriquer de sa main un certain nombre de fausses lettres canadiennes, soi-disant écrites à Québec ou à Montréal, pour faire croire que l'argent qu'il a, lui, entre les mains, est un argent canadien. Et il va remettre toute cette somme, qui est considérable, au gouvernement britannique, en chargeant le gouvernement britannique de le demander au gouvernement français. Par conséquent, il va faire une opération colossale. C'est le début de la fortune Necker, aux dépens du trésor français. L'année suivante, il va faire une très jolie opération aussi, une belle spéculation sur les blés. Enfin, c'est un monsieur qui a une grosse stature. Ce monsieur a de grandes ambitions. Il a épousé une femme qui a ouvert un salon à Paris, et cette petite personne constitue avec son mari une espèce de tandem frénétique pour leur avancement. Elle reçoit Voltaire chez elle, quoiqu'elle soit une protestante très rigide, elle donne dans les idées nouvelles, dans la mesure même où il s'agit d'anticatholicisme. Alors c'est parfait, elle est extrêmement contente, et l'encyclopédie constitue autour des Necker ce qu'on pourrait appeler une claque travailleuse. C'est d'Alembert lui-même qui va pousser Necker. Dans un certain jour du 25 août 1773, c'est d'Alembert en personne, qui, dans une séance officielle de l'Académie française, va lire un éloge de Colbert rédigé par Necker. Ça, je ne peux pas me retenir de vous lire ce que M. Edgar Faure appelle un insupportable galimatia. Il faut, disait Necker, à la tête des finances françaises, un homme dont le génie étendu soit capable de parcourir toutes les circonstances. Un homme dont l'esprit flexible et moelleux sache y conformer ses desseins. Un homme doué d'une âme ardente et d'une raison tranquille. Tout le monde a compris, enfin c'était lui-même qu'il est en train de se proposer. La correspondance littéraire de Grimm et Meister, correspondance littéraire qui était la grande ennemie de Jacques Rousseau, vous savez, c'était un instrument de l'encyclopédie, dans son tome 10, à la page 281, écrit à propos de cet éloge de Colbert par Necker, M. Necker a deviné l'âme de Colbert par la seule analyse de la sienne propre. Bon, alors il a derrière lui le clan encyclopédique, il arrive au mois d'août 1776, il est nommé chef des finances françaises. C'est un coup double formidable. Premièrement, c'est la première fois qu'un banquier, et un banquier roturier, va devenir un chef des finances françaises. Deuxièmement, comme Turgot, et c'est la raison pour laquelle l'encyclopédie le servait, il n'était pas catholique, il était protestant. Alors qu'est-ce qu'il va faire une fois qu'il est arrivé? Eh bien, il va surtout ne pas importuner, pas plus que Turgot, les privilégiés. Oh, pas question de les faire payer. Il va faire une politique systématique et furieuse d'emprunt. Chateaubriand, dans ses mémoires d'automne, l'appelle Necker l'emprunteur. Mais c'est vrai, mais c'est que c'est prodigieux. Prodigieux, les emprunts que fait Necker. C'était une politique de douceur, vous comprenez, c'était avoir de l'argent qui ne coûtait rien, puisqu'il n'y avait pas d'impôt nouveau. Mais seulement la France s'endettait d'une manière horrible. Surtout que Necker, avec des banquiers genevois, était arrivé à mettre au point un système d'emprunt viager extraordinaire. Les emprunts viagers, c'était ceci. On trouvait des petites filles, on appelait ça les jeunes filles de Genève. Des jeunes filles, des petites filles qui avaient 7-8 ans, mais qui avaient eu précédemment la petite vérole, enfin elles étaient immunisées.
Alors on se disait, ces gamines, mais elles ont une très longue vie devant elles. Alors on constituait des rentes sur elles, et comme les emprunts viagers de Necker étaient à 12%, 13%, 14%, lui, Necker et des banquiers genevois misaient sur ces petites filles. Alors comme il n'y avait pas, dans les dispositions légales, comme il n'y avait pas de limitation d'âge, on pouvait prendre des rentes viagères sur une gamine de 8 ans, et comme il y en a beaucoup qui ont vécu jusqu'à 80 ans, c'était le Trésor français qui allait en pâtir. Ben, comme Necker, qui avait fait semblant de ne plus appartenir à sa banque, mais il avait mis son frère à sa place, il avait fait changer de nom, il s'appelait plus Necker, il s'appelait Germanie, du nom d'une terre roturière que Necker possédait du côté de Morges. Alors la banque Télusson Germanie, c'est-à-dire la banque toujours Necker, trouvait, dans le placement des emprunts, des courtages nourrissants. Au point que quand Necker va quitter le pouvoir français, après avoir publicitairement, du reste, prêté 2 millions au Trésor, prêté, hein, il ne les a pas donnés, il y avait des intérêts, il va être capable d'acheter le château de Coppet parce que ça l'a pas mal enrichi d'avoir traversé les finances françaises. Mais le résultat, c'est que lorsque Necker quitte les finances françaises, vous m'entendez, la moitié du budget passe aux arrérages des emprunts. C'est une vraie catastrophe. Le roi, qui a été assez embêté, a congédié Necker en 1881. Necker a publié à ce moment-là un bilan absolument truqué pour faire croire qu'il avait fait des économies au Trésor français. Mais il faut trouver autre chose. Alors successivement, on fait appel à Calonne puis à Brienne. Pauvre Calonne essaye d'une subvention territoriale, c'est-à-dire un impôt foncier, et il réunit les notables en disant, c'est peut-être des gens qui seront compréhensifs. Les notables disent, pardon, ça ne nous regarde pas, c'est le Parlement qui s'occupe des impôts et le Parlement refuse. Alors l'évêque Brienne, l'homénie de Brienne, va essayer de refaire le coup de Maupoux. Maupoux, vous vous rappelez, en 1771, il avait brisé le Parlement. Le 8 mai 88, Brienne recommence le coup, détruit le Parlement, met à sa place une cour plénière et dit on va faire payer tout le monde. Alors ça barde. Ça, je vous assure que ça ne marche plus. Les parlements s'agitent, l'opinion publique elle-même, toute la bourgeoisie est folle furieuse. Attention aux dates, c'est le 8 mai 88 que Brienne fait son coup contre les parlements, 8 mai, et le 21 juillet 1788, c'est ce que l'on appelle les États de Vizille. Les États de Vizille, c'est une espèce de préfiguration des États généraux. Ça se passe à Vizille, c'est-à-dire en Dauphiné, et je vous expliquerai pourquoi ça se passe en Dauphiné et qui il y a derrière, en particulier les industriels Perrier.